Au cours de l'audience de travail, une fillette de 7 ans traverse la pièce dans un blazer trop grand, laisse son sac à dos par terre et dit au juge : « Je suis l'avocate de ma mère ». Personne n'ose respirer. Ce qui semblait impossible se transforme en quelque chose à quoi personne, pas même la loi, n'était préparé. L'écho de minuscules talons résonnait dans le couloir de marbre de la Cour suprême de Séville comme les battements accélérés d'un cœur nerveux. C'était un matin d'avril, et la lumière dorée filtrant à travers les fenêtres gothiques éclairait une fillette de 8 ans marchant résolument vers la salle d'audience numéro 3. Elle portait un blazer bleu foncé, trop grand pour elle, emprunté à sa voisine Donia Carmen, et un dossier en carton orné de cœurs dessinés à la main. « Avec votre permission, monsieur, je suis l'avocate de ma mère », annonça-t-elle clairement au juge, qui leva les yeux de ses documents avec une expression de stupeur totale. Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement des néons. Les avocats échangèrent des regards, la greffière cessa de taper, et dans la galerie du public, une femme de 35 ans, Isabelle Marena, sentit le monde s'arrêter, en regardant sa fille, Lucia, marcher avec assurance vers la barre comme une avocate expérimentée. Tout commença 3 mois plus tôt, lorsqu'Isabelle fut licenciée de son poste de cuisinière à l'école privée exclusive San Patricio, au cœur de Séville. Les accusations étaient en vague, comportement inapproprié, violation des protocoles, incompatibilité avec l'environnement scolaire, des mots vides qui cachaient une vérité bien plus sinistre. Le directeur de l'école, Eduardo Herrera, avait mis au point un système parfait d'exploitation de la main-d'œuvre. Il embauchait des personnes issues de la classe ouvrière, principalement des femmes immigrées ou des mères célibataires désespérées, avec des contrats temporaires qu'il renouvelait tous les 6 mois. Pendant ces périodes, il exigeait des heures supplémentaires impayées, les forçait à accomplir des tâches en dehors de leurs responsabilités, et lorsque quelqu'un se plaignait ou montrait des signes de fatigue, il ne renouvelait tout simplement pas le contrat. Isabelle était différente. Après 2 ans de travail silencieux, elle commença à enregistrer toutes les violations. Les employés travaillaient entre 14 heures par jour, la cuisine était insalubre et violait toutes les réglementations sanitaires. Des enfants tombaient malades à cause de la nourriture, avariée servie pour économiser de l'argent. Quand elle osa enfin parler, Herrera la licencia le lendemain. Mais Isabelle sous-estima sa fille. Lucia était une fille observatrice, du genre à écouter les conversations depuis les escaliers et à se souvenir de chaque mot. Dans les semaines qui suivirent le licenciement, elle vit sa mère s'effondrer, chuchoter au téléphone dans la salle de bain, insomniaque la nuit, ses yeux perdant leur éclat de plus en plus chaque jour. Le défenseur public qui leur fut assigné, un homme fatigué avec une pile de dossiers, expliqua qu'ils avaient un peu de chance. « C'est votre parole contre la leur, Señora Marena, et ils ont des ressources que nous n'avons pas. » C'est alors que Lucia prit une décision qui changea tout. En 3 semaines, la jeune fille élabora un plan qui impressionnerait n'importe quel avocat stratège. D'abord, elle convainquit Donia Carmen, sa voisine de 70 ans et ancienne professeure de littérature, de lui enseigner des termes importants parce qu'elle voulait aider maman. Carmen, charmée par la curiosité de la petite fille, commença à lui expliquer les bases de la justice, des droits du travail et des procédures judiciaires. Mais Lucia alla plus loin. Elle commença sa propre enquête. Elle s'assit dans le parc en face de l'école après les cours, observant les employés qui sortaient. Quand elle reconnaissait quelqu'un qui travaillait avec sa mère, elle l'approchait avec cette innocence que seuls les enfants possèdent. « Excusez-moi, vous connaissez ma maman ? Elle travaillait à la cuisine de l'école San Patricio. » C'est ainsi que Lucia apprit que Maria José, la femme de ménage, fut forcée de mentir sur les conditions de travail d'Isabelle. Qu'Antonia, la jardinière, vit Herrera crier sur des employés, que Rosa, une autre cuisinière, tomba malade en travaillant avec des produits périmés, mais eut peur de le signaler de peur de perdre son emploi. La veille de l'audience, Lucia dit à sa mère « Maman, demain je vais au tribunal avec toi. »« Lucia, mon rayon de soleil, ce n'est pas un endroit pour les enfants. D'ailleurs, nous savons déjà que nous allons perdre. »« Nous ne perdrons pas, maman. J'ai des preuves. » Isabelle regarda sa fille avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Quelle preuve une fillette de 8 ans pouvait-elle avoir ? Maintenant, elle se tenait devant le juge Don Alejandro Ruiz, un homme de 50 ans connu pour sa rigueur, mais aussi pour son sens de la justice. Lucia ouvrit son dossier orné de cœurs et en sortit une pile de papiers soigneusement organisés. Il y avait des dessins, des lettres écrites d'une écriture enfantine et quelque chose qui fit bondir l'avocat de l'école, Roman Vega, des photographies. « Votre honneur, continua Lucia avec un sérieux professionnel. Ma maman n'a rien fait de mal. Mais le monsieur de l'école, oui, il a fait de mauvaises choses à beaucoup de gens. » Le juge, après une minute de délibération interne, décida d'écouter.
Dans ses 30 ans de carrière, il savait que la justice venait parfois des endroits les plus inattendus. « Procédez, señorita Marena, dit-il, en examinant les papiers. Lucia prit une profonde inspiration et commença à présenter son enquête avec une précision qui stupéfia toute la salle d'audience. Elle nomma des noms, des dates, des situations spécifiques et montra des dessins de cuisine insalubres basés sur les descriptions de sa mère. Elle lut des témoignages d'employés enregistrés dans son cahier d'école, d'une écriture enfantine, mais avec un contenu étonnamment précis. Mais le véritable coup de tonnerre arriva lorsqu'elle sortit une enveloppe froissée de son dossier. « Bonk, et j'ai aussi ça », dit-elle en tendant au juge un enregistrement sur un vieux téléphone portable. C'est M. Herrera qui parle à une autre personne sur la façon de tromper les employés. Le silence qui suivit fut si épais qu'il semblait avoir un poids physique. Roman Vega, l'avocat de l'école, se leva brusquement. « Objection, votre honneur. Cette présentation est inadmissible. Vous ne pouvez pas autoriser une mineure. »« Asseyez-vous, avocat », ordonna fermement le juge. « La mineure exerce son droit d'être entendue en tant que témoin indirect. Et, à mon avis, elle a des informations importantes pertinentes pour l'affaire. » Tandis que l'enregistrement jouait une conversation entre Herrera et un administrateur scolaire dans laquelle il discutait ouvertement de la façon de faire taire les employés problématiques. Lucia regarda sa mère. Isabelle avait des larmes aux yeux. Mais pour la première fois depuis de nombreux mois, c'était des larmes d'espoir. Le juge annonça une suspension de séance de 2 heures pour examiner toutes les preuves présentées par la jeune fille. Pendant ce temps, quelque chose d'inhabituel commença à se produire dans les couloirs du tribunal. L'histoire filtra. Un étudiant en droit, en attente de son tour pour un stage, filma le moment où Lucia entra dans la salle d'audience et se déclara avocate de sa mère. La vidéo, longue de seulement 30 secondes, commença à se propager sur WhatsApp parmi les étudiants, puis atteignit les professeurs, les journalistes et enfin les réseaux sociaux. Au moment où la session reprit, une petite foule s'était rassemblée dans les couloirs. Des journalistes locaux, des voisins d'Isabelle, des mères d'autres élèves de l'école et des employés actuels et anciens de San Patricio, inspirés par le courage de la fillette de 8 ans, décidèrent de venir. Lorsque le juge revint dans la salle d'audience, son expression avait complètement changé. « Señora Marena, annonça-t-il solennellement, après avoir examiné les preuves présentées par votre représentante, ce tribunal ordonne la suspension immédiate de votre licenciement et l'ouverture d'une enquête approfondie sur les pratiques de travail de l'école San Patricio. » Le cri de joie qui éclata de la galerie fut si spontané que le juge dut frapper son marteau plusieurs fois pour rétablir l'ordre. Mais ce n'était que la première victoire. À l'extérieur du tribunal, Roman Vega parlait doucement et urgemment au téléphone avec quelqu'un. Eduardo Herrera, le directeur de l'école, avait déjà reçu plusieurs appels de parents inquiets, et sur les réseaux sociaux, le hashtag #8yearoldlawyer commençait à devenir viral. Lucia, inconsciente de la tempête médiatique qu'elle avait déclenchée, tenait fermement la main de sa mère en sortant du palais de justice. « J'ai bien fait, maman ?» Isabelle s'agenouilla devant sa fille, prit son visage entre ses mains et dit « Tu as fait parfaitement, mon amour, mais ça ne fait que commencer. » Et elle avait raison. Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est que la petite enquête de Lucia avait découvert quelque chose de bien plus grand qu'un simple cas de licenciement abusif. Elle avait exposé la pointe d'un iceberg de corruption impliquant non seulement l'école San Patricio, mais tout un réseau d'établissements d'enseignement privés fonctionnant selon le même système d'exploitation. Ce soir-là, alors que Séville se préparait à dormir, 3 événements se produisaient simultanément. Eduardo Herrera tenait une réunion d'urgence avec d'autres directeurs d'écoles privées. Un groupe de journalistes commença à enquêter sur des cas similaires, inspirés par l'histoire de Lucia. Et la jeune fille, dans sa petite chambre, écrivait dans son journal avec son stylo préféré « Aujourd'hui, j'ai aidé ma maman. Demain, j'aiderai d'autres mamans. » Et avez-vous déjà senti qu'une personne, quel que soit son âge, peut changer le monde ? Écrivez-nous en commentaire de quelle ville vous venez, et aimez si vous croyez que nous méritons tous la justice. Et n'oubliez pas de vous abonner. Cette histoire ne fait que commencer. Les rayons du soleil matinal traversèrent les stores de la petite chambre de Lucia lorsqu'elle fut réveillée par la sonnerie persistante du téléphone. Il était 6h30 du matin un samedi, et sa mère était déjà debout, parlant à voix basse depuis la cuisine. « Oui, je comprends. »« Non, nous n'avons parlé à aucun journaliste. Comment cela se fait-il dans le journal ?» Lucia se faufila silencieusement dans le couloir jusqu'à la cuisine et vit sa mère avec les cheveux ébouriffés et une expression paniquée sur le visage. Sur la table, 3 journaux différents, et tous avaient en sa photo, le moment où elle sortit du palais de justice la veille. La plus jeune avocate d'Espagne proclamait « El Correo de Andalucía ». Une fillette de 8 ans découvre un scandale éducatif,
annonçait Diario de Sevilla. Mais ce qui choqua le plus Isabelle, ce fut la une d'ABC. La petite défenseur qui a déjoué le système. Maman, qu'est-ce qui s'est passé demanda Lucia, se frottant les yeux. Isabelle raccrocha, s'agenouilla devant sa fille et, prenant ses petites mains dans les siennes, dit « Rayon de soleil, il semble que ce que tu as fait hier s'est avéré très important. Toute la ville parle de toi. C'est mal ? Non, mon amour. Mais cela signifie que des choses que nous n'attendions pas vont arriver. » Comme pour confirmer ces paroles, la sonnette commença à retentir avec insistance. Puis il y eut des coups et des voix de la rue, criant le nom de Lucia. Isabelle alla à la fenêtre, et ce qu'elle vit la laissa sans voix. Sur le trottoir se tenaient pas moins de 20 personnes, certaines avec des caméras, d'autres avec des pancartes, plusieurs avec des fleurs et des jouets pour Lucia. « Señora Marena, c'est Canal Sur. Pouvons-nous vous parler ? Lucia, vous êtes notre héroïne. Nous voulons rencontrer la petite avocate. » À ce moment, Doña Carmen apparut par la porte arrière, essoufflée après avoir sauté par-dessus la petite clôture qui séparait leur jardin. « Isabelle, ma chérie, ça dégénère. Tu dois partir d'ici quelques heures. » Doña Carmen les conduisit par la porte arrière à sa voiture, évitant la foule rassemblée à l'entrée principale. Alors qu'elle traversait les rues pavées du quartier de Triana, Isabelle recevait appel après appel. Des avocats offraient eux leurs services gratuitement. Des producteurs de télévision voulaient en faire un documentaire. Des politiciens promettaient leur soutien, et une maison d'édition montra même de l'intérêt pour publier les mémoires de la plus jeune avocate d'Espagne. Mais tous les appels n'étaient pas de soutien. Señora Marena avait dit une voix rauque et menaçante la nuit précédente, « Il serait sage que vous et votre fille fassiez profil bas. Il y a des gens importants qui n'apprécient pas le scandale que vous avez causé. » Isabelle ne parla pas de cet appel à Lucia, mais elle ne put dormir de la nuit. Pendant ce temps, dans un élégant bureau du centre de Séville, Eduardo Herrera tenait une réunion de crise avec 5 directeurs d'autres écoles privées prestigieuses de la ville. Une table en bois, les visages endurcis d'hommes habitués à être en contrôle, mais qui faisaient maintenant face à quelque chose de totalement inattendu, une fillette de 8 ans exposant publiquement leurs méthodes. « La situation est toujours sous contrôle », dit Roman Vega, l'avocat qui représenta l'école la veille. « Mais si cela dégénère, si plus d'employés osent parler, alors nous nous assurerons qu'ils ne parlent pas, » interrompit Herrera froidement. La plupart d'entre eux ont signé des accords de confidentialité et ceux qui ne l'ont pas, eh bien, ils ont toujours besoin d'un emploi. Eduardo, tu parles de menaces maintenant. Cela pourrait nous apporter encore plus de problèmes juridiques. Plus de problèmes qu'une petite fille exposant nos méthodes à la télévision nationale, parce que c'est exactement ce qui va se passer si nous n'agissons pas maintenant. Mais ce qu'Herrera ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, à seulement 3 pâtés de maison, une autre réunion se déroulait dans le petit appartement de Maria José, la femme de ménage qui avait jadis menti sur les conditions de travail d'Isabelle. 6 anciens employés de différentes écoles privées de la ville s'étaient réunis. Le courage de Lucia avait allumé quelque chose en eux. « J'ai aussi été forcée de mentir, » dit Rosa, l'ancienne cuisinière. « Ils m'ont dit que si je ne signais pas une fausse déclaration contre Isabelle, je n'obtiendrais pas de recommandation pour un nouvel emploi. Et j'ai été forcée de travailler malade pendant l'épidémie de grippe de l'année dernière, » ajouta Antonio le jardinier. « Quand j'ai demandé un jour de congé pour me rétablir, ils m'ont menacé de me virer. Mes enfants vont dans des écoles publiques parce que je ne peux pas me permettre des écoles privées, » marmonna Carmen, une autre femme de ménage. « L'ironie est que je nettoie des écoles où mes enfants ne pourront jamais étudier, tandis que les directeurs vivent comme des rois. » Maria José, qui était restée silencieuse tout ce temps, parla enfin. « J'ai des enregistrements. » Tous les yeux se tournèrent envers elle. « Pendant 2 ans, j'ai enregistré des conversations sur mon téléphone. D'abord pour me protéger si jamais on m'accusait de quelque chose. Mais ensuite j'ai compris ce qui se passait vraiment. » Ses mains tremblèrent alors qu'elle montrait son vieux smartphone. J'ai un enregistrement où Herrera admet qu'il embauche spécifiquement des mères célibataires parce qu'elles sont plus désespérées et moins problématiques. J'ai des conversations sur la façon d'éviter les inspections sanitaires. J'ai même un enregistrement où il prévoit de licencier des employés juste avant qu'ils ne complètent 2 ans de travail pour éviter de leur donner un contrat permanent. Le silence qui suivit ces mots était lourd, rempli d'années d'humiliation et de peur accumulée. « Pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» demanda Rosa. « Et qu'étais-je censée faire ?» répondit-elle. « Qui m'aurait cru ? Mais maintenant, après avoir vu comment cette petite fille a trouvé le courage que nous n'avions pas. » Ce fut Antonio qui prit la décision qui changea tout. « Nous allons soutenir Isabelle et Lucia et dire toute la vérité. » Le lendemain,
Dimanche, l'émission Andalucía Directo de Canal Sur diffusa un épisode spécial d'une heure intitulé La petite fille qui a défié le système. L'audience fut record, plus de 800 000 téléspectateurs, un chiffre inhabituel pour un programme régional. Lucia apparut à l'écran dans sa plus belle robe, assise à côté de sa mère sur le canapé de Doña Carmen. La journaliste Elena Vázquez, une femme expérimentée connue pour sa sensibilité lorsqu'elle aborde les questions sociales, mena l'interview avec le soin qu'une mineure méritait. « Lucia, pourquoi as-tu décidé d'aider ta maman ? » « Parce qu'elle me dit toujours que si quelque chose ne va pas, il faut le réparer. Et ce qu'ils ont fait à maman était mal. Tu n'as pas eu peur de parler devant le juge ? J'avais peur, mais j'avais encore plus peur que maman reste triste. » La simplicité de ses réponses contrastait fortement avec la complexité de l'affaire qu'elle avait découverte. Mais ce furent les mots d'Isabelle qui émurent vraiment les téléspectateurs. « Ma fille m'a appris que la justice n'a pas d'âge, que quand on a raison, peu importe à quel point on est petit ou insignifiant, la vérité trouvera toujours un moyen de se manifester. » L'effet du programme fut immédiat. Les réseaux sociaux furent inondés de messages de soutien, mais des témoignages d'autres employés d'écoles similaires commencèrent également à affluer. Le lundi matin, le bureau du défenseur public assigné à l'affaire d'Isabelle avait déjà 15 nouvelles plaintes, mais la réaction la plus significative vint d'un endroit inattendu. Le juge Alejandro Ruiz regarda le programme chez lui avec sa femme et sa fille adolescente. À la fin de l'émission, sa fille dit « Papa, cette fille a fait plus pour la justice en un jour que de nombreux avocats en une carrière entière. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit du juge toute la nuit. Le lendemain, il prit une décision qui ébranla tout le système judiciaire andalou. Il ordonna une enquête à grande échelle non seulement contre l'école San Patricio, mais contre tout le système d'enseignement privé d'élite de Séville. Cette affaire a révélé d'éventuelles violations systématiques, déclara-t-il lors d'une conférence de presse impromptue. La justice ne peut pas rester sourde lorsque la voix de la vérité vient de la bouche d'un enfant. La nouvelle parvint à Eduardo Herrera alors qu'il déjeunait dans son club privé, un endroit où l'élite sévillane se réunissait pour discuter affaires à l'abri des oreilles indiscrètes. Son téléphone ne cessait de sonner. Des parents exigèrent des explications, des avocats mettaient en garde contre d'éventuels procès. Des partenaires commerciaux exprimaient leur inquiétude quant à leurs investissements. Mais l'appel qui l'alarma le plus fut celui de Roman Vega. « Eduardo, tu dois comprendre la gravité de la situation. Nous ne parlons pas seulement d'un licenciement abusif. Nous parlons d'une enquête qui pourrait révéler une décennie de violations. Et tout cela parce que tu as sous-estimé une fillette de 8 ans. » Cet après-midi-là, après le déjeuner, Herrera prit une décision désespérée. Il convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration de l'école et proposa une stratégie qui marquerait le début de la bataille la plus féroce que Lucia et Isabelle auraient à affronter. « Nous allons riposter », annonça-t-il avec un sourire froid. « S'ils veulent une guerre médiatique, ils l'auront. Mais nous avons des ressources qu'ils ne soupçonnent même pas. » Ce qu'Herrera ne savait pas, c'est que Lucia, depuis la fenêtre de sa chambre, observait 2 hommes en costume se tenant au coin de la rue et photographiant sa maison depuis plusieurs heures. Il ne savait pas non plus que Maria José avait déjà remis ses enregistrements au juge Ruiz, et il ne savait certainement pas que la petite avocate de 8 ans préparait déjà son prochain coup. Cette nuit-là, pendant que Séville dormait, Lucia écrivit dans son journal « Le méchant homme de l'école est en colère. Maman est inquiète, mais Doña Carmen dit que quand on a raison, on ne peut pas s'arrêter. Demain, j'aiderai plus de maman, aussi triste que l'était la mienne. » Au bas de la page, elle dessina un cœur au crayon rouge et écrivit « La justice est plus forte que la peur. » Le lundi à Séville commença par un matin gris. Des nuages épais annoncèrent une tempête. Lucia se réveilla avant sa mère, comme elle le faisait depuis une semaine, et se rendit tranquillement à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. C'était devenu sa propre responsabilité depuis qu'elle avait vu Isabelle pleurer un matin, ne sachant pas comment s'occuper de sa fille. Alors qu'elle étalait de la confiture sur du pain grillé, elle entendit le bruit familier des journaux jetés à la porte. Elle courut les chercher, espérant y voir des nouvelles plus positives concernant son affaire. Mais ce qu'elle vit la fit figer. « Une mère utilise son enfant pour une vengeance personnelle », hurlait le titre de la publication économique la plus influente d'Andalousie. En dessous, il y avait une photo d'Isabelle quittant un supermarché avec une expression sérieuse, accompagnée d'un article la décrivant comme une employée problématique ayant un historique de conflit. Mais ce n'était pas le pire. La page suivante présentait une interview de 3 anciens collègues qui décrivaient Isabelle comme querelleuse, trompeuse et manipulatrice. Lucia ne reconnut aucun des noms, mais les accusations étaient dévastatrices.
Isabelle Marena a toujours été problématique, lisez un témoignage anonyme. Elle se plaignait constamment de tout, créait une mauvaise ambiance parmi les employés, et nous l'avons vue prendre de la nourriture à la maison sans permission plusieurs fois. Quand Isabelle se réveilla et vit les journaux, son visage perdit toute couleur. « Lucia, mon rayon de soleil, tu dois comprendre quelque chose de très important. Les gens diront des choses désagréables sur nous, mais cela ne signifie pas que c'est vrai. » « Pourquoi mentent-ils, maman ?»« Tant, parce que quand tu dis la vérité sur des gens puissants, ils se fâchent et essaient de te faire passer pour mauvaise. » Le téléphone sonna à nouveau. Mais cette fois, ce n'étaient même pas des journalistes avec des offres d'interview positives. C'étaient bien des gens qui criaient tuer des insultes, accusaient Isabelle d'utiliser sa fille pour de l'argent et menaçaient de lui donner une leçon. La stratégie d'Eduardo Herrera commençait à fonctionner. Au cours du week-end, il avait engagé l'une des agences de relations publiques les plus prestigieuses de Madrid, spécialisée dans la gestion de crises de réputation. Le plan était simple mais efficace. Discréditer Isabelle en tant que mère et employée, présenter Lucia comme une enfant manipulée et détourner l'attention des médias vers des irrégularités présumées dans l'enquête judiciaire. Roman Vega coordonna la campagne avec une précision militaire. 3 anciens employés de l'école, licenciés il y a des années pour diverses raisons mais ayant besoin d'argent, furent retrouvés et persuadés de donner des témoignages négatifs contre Isabelle en échange d'une compensation monétaire. Une agence de détectives privés enquêta sur l'historique financier de la famille Marena à la recherche d'irrégularités qui pourraient être exagérées. Mais le véritable coup vint avec l'implication de plusieurs médias conservateurs avec un récit soigneusement construit. Isabelle Marena est une mère irresponsable qui a entraîné sa fille à jouer un rôle dans un stratagème conçu pour s'enrichir rapidement grâce à un procès de travail. C'est une histoire touchante, expliqua Vega à un journaliste allié. Mais si vous regardez de près, croyez-vous vraiment qu'une fillette de 8 ans aurait pu recueillir toutes ces preuves elle-même ? Évidemment, elle est manipulée. Dès le mardi, le récit avait complètement changé dans de nombreuses publications. Les émissions de radio conservatrices discutaient de l'utilisation des enfants à des fins égoïstes. Des chroniqueurs écrivaient tort des articles sur des parents sacrifiant l'enfance de leurs enfants pour de l'argent. Même des experts en psychologie de l'enfant apparurent, avertissant des dommages que l'exposition médiatique pourrait causer à Lucia. La pression était immense, mais ce fut lorsque la première menace sérieuse arriva qu'Isabelle réalisa l'ampleur réelle de ce à quoi elles étaient confrontées. Le mercredi matin, alors qu'elle accompagnait Lucia à l'école, 2 hommes les approchèrent dans la rue. « Señora Marena, dit l'un d'eux, un homme trapu en costume bon marché. Un client aimerait vous parler. »« Quel client ? Qui êtes-vous ? » ?»« Disons simplement que nous représentons des intérêts qui bénéficieront si vous décidez de retirer votre plainte et de tenir votre fille éloignée des médias. »« Je ne comprends pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, laissez-nous passer. » Le deuxième homme, plus grand et avec un sourire désagréable, lui barra le chemin. « Mon patron est un homme généreux, Señora Marena. Il est prêt à vous offrir une compensation significative pour faire disparaître cette situation, discrètement. Et si je refuse ? Eh bien, ce serait dommage que quelque chose arrive à votre charmante fille. Les accidents arrivent, surtout quand les parents ne sont pas assez prudents. » Lucia, qui avait silencieusement tenu la main de sa mère tout ce temps, leva les yeux vers l'homme qui les menaçait. « Ma maman n'est pas méchante, dit-elle fermement. Et vous êtes les hommes qui surveillez notre maison ? Je vous ai vu de la fenêtre. » L'observation précise de la jeune fille surprit les hommes. Le plus grand s'agenouilla à sa hauteur. « Tu es une petite fille très intelligente, trop intelligente pour ton propre bien. » C'est à ce moment-là que Doña Carmen apparut, marchant vers eux avec un sac de courses. « Isabelle, qu'est-ce qui se passe ici ? Qui sont ces messieurs ?» Les hommes échangèrent des regards, évaluant la situation. Avoir un témoin ne faisait pas partie de leur plan. « Rien de grave, grand-mère, » répondit le plus trapu sarcastiquement. « Nous avions juste une conversation amicale avec Señora Marena. »« Eh bien, il semble que vous ayez déjà eu votre conversation, » répondit Doña Carmen sèchement, s'interposant entre les hommes et la famille. « Alors vous feriez mieux de partir. » Quand les hommes partirent, Isabelle tremblait visiblement. « Carmen, ça devient dangereux. Je ne peux pas mettre Lucia en danger. »« Isabelle, ma chérie, penses-tu vraiment que ces gens sont apparus parce que ton affaire n'est pas importante ? Au contraire, ils sont apparus parce que ton affaire est si importante que quelqu'un est prêt à payer beaucoup d'argent pour te faire taire. » Ce même soir, Doña Carmen fit quelque chose qui changea complètement le cours des événements. Elle appela son neveu Miguel, un journaliste d'investigation travaillant pour El País à Madrid. « Miguel, j'ai besoin que tu viennes d'urgence à Séville. J'ai une histoire qui va t'intéresser. » Miguel Hernández avait 35 ans.
Il avait une solide réputation en journalisme d'investigation et une intolérance particulière aux abus de pouvoir. En entendant sa tante au téléphone parler des menaces contre Isabelle et Lucia, il prit le premier train de Madrid. Tante, cela va bien au-delà d'une simple affaire de travail, dit-il après avoir entendu toute l'histoire. C'est un réseau de corruption systémique et quelqu'un a très peur de recourir à des menaces physiques. Au cours des 2 jours suivants, Miguel mena une enquête discrète. Il utilisa ses contacts dans le système judiciaire, parla avec des employés actuels et anciens de diverses écoles privées et commença à établir des liens dont Isabelle elle-même n'était pas consciente. Ce qu'il découvrit le choqua. Eduardo Herrera n'était pas seulement le directeur d'une école corrompue. Il était le centre d'un réseau reliant 6 établissements d'enseignement privés en Andalousie. Tous fonctionnaient selon le même système d'exploitation de la main-d'œuvre. Plus important encore, ces institutions avaient en main des contrats de plusieurs millions d'euros avec le gouvernement andalou pour mettre en œuvre des programmes éducatifs spéciaux. Les contrats étaient maintenant renouvelés chaque année sans aucune procédure d'appel d'offres transparente. Isabelle, dit Miguel le vendredi après-midi, en lui montrant des documents obtenus par des demandes d'information publique. Votre cas n'est pas seulement un licenciement abusif, c'est une fraude contre l'État, une corruption administrative et un réseau d'influence impliquant des politiciens locaux. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie que Lucia n'a pas seulement découvert l'injustice qui vous a été faite, elle a exposé tout un système qui volait de l'argent public pendant des années en exploitant des travailleurs comme vous. Cette révélation arriva juste au moment où Eduardo Herrera préparait son coup final contre la famille Marena. Le samedi matin, un rapport anonyme fut déposé auprès des services sociaux, affirmant qu'Isabelle était une mère irresponsable qui exposait sa fille mineure à des situations dangereuses pour un gain personnel. Le rapport incluait des photographies de Lucia entrant au tribunal, des coupures de journaux et des témoignages de voisins inquiets affirmant que la jeune fille présentait des signes de manipulation psychologique. La procédure commença immédiatement. Le dimanche matin, une assistante sociale arriva au domicile d'Isabelle, avec un mandat pour évaluer les conditions de vie de Lucia et déterminer si des mesures de protection étaient bien nécessaires. Señora Marena, je suis ici parce que nous avons reçu un signalement inquiétant concernant le bien-être de votre fille. Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quel signalement ? Qui a dit ça ? Je ne peux pas divulguer les sources, mais je dois vous poser quelques questions et inspecter les conditions de vie. Lucia, qui jouait dans sa chambre, sortit curieusement dans le salon. Qui est-ce, Tati ? Maman ? Bonjour, Lucia. Je suis Carmen, mais pas la Doña Carmen que tu connais. Je travaille avec les enfants et je suis venue te parler. Au cours de l'heure suivante, l'assistante sociale posa des questions qui ressemblaient à des coups de couteau au cœur d'Isabelle. Lucia manquait-elle l'école à cause de l'affaire judiciaire ? Montrait-elle des signes de stress ou un comportement étrange ? Isabelle faisait-elle pression sur sa fille pour qu'elle mente ou exagère la situation à l'école ? Mais ce fut Lucia, avec son honnêteté, qui donna des réponses qui rassurèrent l'assistante sociale. « Maman ne m'a jamais dit quoi dire au tribunal. J'ai tout enquêté moi-même parce que je la voyais pleurer la nuit. Et je ne suis pas triste d'être allée au tribunal. Je suis fière parce que j'ai aidé ma maman et d'autres mamans aussi. As-tu l'impression que maman te force à faire des choses que tu ne veux pas faire ? Non. Maman dit toujours que si je ne veux pas faire quelque chose, je n'ai pas à le faire. Mais je voulais aider. » À la fin de l'inspection, Carmen, l'assistante sociale, avait une opinion très différente de ce qu'elle avait prévu. « Señora Marena, je ne vois aucune preuve de négligence ou de manipulation. Votre fille est une fille brillante et confiante qui est clairement aimée. Cependant, je suis obligé de vous avertir que des plaintes similaires peuvent se reproduire. Je vous recommande de documenter toutes les activités liées à Lucia. » Après le départ de l'assistante sociale, Isabelle s'assit sur le canapé de son petit salon et s'effondra littéralement d'épuisement. « Maman, pourquoi cette tante a-t-elle demandé si tu me forçais à faire quelque chose ?» demanda Lucia, se blottissant contre elle. « Parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on nous sépare, mon rayon de soleil. Ils veulent que nous arrêtions de nous battre pour la justice. » Vont-ils réussir ? Isabelle regarda sa fille, cette petite guerrière de 8 ans qui avait montré plus de courage que beaucoup d'adultes qu'elle connaissait. Non, mon amour, ils n'y arriveront pas. Mais même en disant ces mots, Isabelle savait qu'elles entraient dans la phase la plus dangereuse de leur lutte. Eduardo Herrera avait montré qu'il était prêt à utiliser tous les moyens, aussi bas soient-ils. Et elle n'était qu'une simple travailleuse avec une petite fille, défiant un système conçu pour protéger les puissants. Ce qu'Isabelle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle luttait contre le désespoir, des alliés avaient déjà commencé à agir. Miguel publia ses enquêtes préliminaires dans El País, sous le titre « Le réseau caché derrière l'affaire de la petite avocate ».
L'article détaillait les liens entre les écoles privées, les contrats gouvernementaux suspects et un système d'exploitation de la main-d'œuvre répété dans plusieurs institutions. Le parquet anticorruption d'Andalousie lança une enquête officielle basée sur le rapport de Miguel, et quelque chose d'encore plus important. Des employés des 6 écoles impliquées dans ce réseau commencèrent à contacter des avocats du travail, inspirés par le courage d'Isabelle et Lucia. Mais le plus significatif fut peut-être ce qui se passait dans les rues de Séville. Une mère nommée Rosa, dont la fille fréquentait l'école San Patricio, organisa une réunion chez elle le dimanche soir. Elle invita d'autres mères qui avaient eu des expériences similaires avec les écoles privées d'élite. 20 femmes se présentèrent, chacune avec sa propre histoire d'employés maltraités, de frais de service gonflés et d'un système éducatif qui semblait conçu plus pour enrichir les administrateurs que pour éduquer les enfants. Cette petite fille a fait ce qu'aucune d'entre nous n'osait faire, dit Rosa. Elle a défié le système et maintenant, c'est à notre tour de la soutenir. À la fin de la réunion, elles décidèrent de créer une association, Mère pour la transparence en éducation, dans le but d'enquêter et d'exposer les irrégularités dans les établissements d'enseignement privés. Pendant ce temps, dans son bureau, Eduardo Herrera recevait des nouvelles de plus en plus alarmantes. 3 parents avaient retiré leurs enfants de l'école. 2 employés démissionnaires, citant des divergences irréconciliables avec la direction.